et le lendemain à Roglit, aux mémoires de la déportation des Juifs de France, où sont cités tous les noms des Juifs qui ont été déportés depuis la France, et entre autres, évidemment, ceux de ma famille, c'est-à-dire mon père, mes grands-parents, mon oncle, et de familles que je n'ai pas connues. Et j'avais justement trouvé que Zikaron Bassalon s'était donné une autre couleur à ce Yom HaShoah qui me correspondait aujourd'hui, parce que justement j'ai l'âge que j'ai aujourd'hui et que j'habite Israël, que j'habite Jérusalem, et ça fait quand même déjà pas mal de temps. Alors, en plus de ça, Michael m'a demandé de lui envoyer une réunion pour écouter et des documents. Et il a choisi justement un document qui est celui-ci. Je ne sais pas si vous le voyez tous. J'ai un iPhone qui s'affiche de côté. Est-ce que vous voyez ce document? Oui. Oui. Alors, dans ce document, il est écrit, c'est celui qu'a choisi Michael pour présenter cette soirée. Il est écrit Burstein, chef de famille, les prénoms Abraham Mordechai, qui est le prénom de mon père, nationalité polonaise, concentré le 14 mai 1941 à son domicile du 134 Faubourg Saint-Martin, et donc qui est parti par le convoi du 22 juillet 1942. Et moi, j'ai vu là une espèce de symbole, vous le voyez sur l'écran, un symbole de ce que l'on vit tous maintenant aujourd'hui, c'est-à-dire on est confiné. On est confiné déjà depuis moi personnellement, rentrant de France, ça fait au moins maintenant 1 mois et demi. 1 mois et demi qu'on est confiné depuis la France. Et mon père était concentré. Mon père était concentré pour ce qui allait le suivre et qu'il ne savait pas encore à ce moment-là. La concentration, c'était suivi de la déportation. Et nous, on est confinés, mais pour tout à fait autre chose, bien sûr, qui est la protection pour nous protéger. Et j'y ai vu là un très, très grand symbole. Bon, je vais prendre la touche, j'ai faim. Donc, puisque Michael, est-ce qu'on peut enlever quoi? Parce que j'entends énormément de bruit et de voix. Est-ce qu'on peut enlever ça? Michael, il faut couper les micros de tout le monde parce qu'à chaque nouvel intervenant, on l'entend. Voilà, et c'est très, très... Je voulais dire ça aussi, il y a beaucoup d'écho. Tout le monde doit couper le micro, tout le monde. Michael, c'est toi, l'animateur, coupe tout le monde. Qu'on n'ait pas le temps. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça parce que sinon, j'ai le bruit et les voix de tout le monde. Donc, je répète ce que j'avais dit, le symbole que je voyais moi aujourd'hui, entre le document que vous avez vu tout à l'heure, qui est la date de concentration de mon père, qui sera suivi de tous les événements qui vont suivre et que je vais vous raconter, et notre confinement à nous aujourd'hui, avec lequel je fais un lien de mort et de vie, surtout, qui est ce qui se passe aujourd'hui pour nous dans le confinement qu'on vit. Alors, et ce qui fait que cette date du 14 mai 1941, la date à laquelle il a été confiné, moi, il se trouve que je suis née le 31 octobre 1941, c'est-à-dire quelques mois après, et que ce qui a suivi ma naissance, c'est ce qui a suivi ma naissance, c'est ce qui s'est passé à Paris le 16 juillet 1942, qui est la rafle du Veldiv. Donc, la rafle du Veldiv, elle a été décidée par les autorités françaises et qui ont décidé de cette opération qui portait un nom de code qui était vent printanier et qui faisait que les Juifs, la police française avait fait un recensement peu de temps auparavant. Les Juifs étaient venus se recenser parce que c'était la loi dans les commissariats, avaient donné leur nom, leur adresse, les noms de toutes les personnes qui vivaient avec eux, ce qui fait que la police française, quand elle a été au courant de cette rafle qui devait se faire le 16 juillet 1942, avait les noms, les adresses de toutes les personnes qui habitaient Paris, la région parisienne. Mon père, nous habitions à Paris, donc au 134 Faubourg Saint-Martin. Moi, j'avais 9 mois.
Mon père avait entendu des rumeurs la veille de cette rafle et il n'était pas à la maison parce qu'il pensait que s'il y avait une rafle, on prendrait les hommes, mais que certainement on ne prendrait pas ni les femmes ni les enfants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la police est venue. Elle est venue chez nous, et donc où se trouvaient ma mère et moi, j'avais 9 mois. Et la police est venue nous arrêter. Et nous sommes arrivés donc au Veldiv. Et ce Veldiv où se trouvait déjà énormément de monde, des gens de toutes conditions, des personnes âgées, des enfants, des bébés. C'était le 16 juillet, il faisait une chaleur épouvantable. Il n'y avait absolument pas d'hygiène, il n'y avait rien à boire, rien à manger. Les gens étaient épuisés, étaient des personnes handicapées, des vieillards sur les gradins, et c'était des scènes horribles. Ce que je vous raconte là, évidemment, je ne l'ai pas su sur le moment, puisque j'avais 9 mois. Je l'ai su beaucoup, beaucoup plus tard, quand ça m'a été raconté. Et ce qui s'est passé, c'est que mon père, quand il est revenu à la maison, les voisins lui ont dit ce qui s'était passé. Et mon père, quand il a entendu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé au commissariat. Et du commissariat, qu'est-ce qui s'est passé? On l'a emmené aussi directement au Veldiv. Au Veldiv, mon père nous a retrouvés, ma mère et moi, mes grands-parents, qui étaient les parents de mon père, les parents de maternelle, les parents de ma mère, et un autre petit cousin qui était là. Donc mon père nous a retrouvés là-bas. Et il se trouve que moi, j'avais donc 9 mois, et j'avais déjà cette personnalité dont on vous a déjà parlé, c'est-à-dire que j'étais une rebelle. J'étais une rebelle, ça ne m'a pas quittée. J'étais une rebelle et une révoltée, et j'étais surtout une brailleuse. Et je braillais tellement que un gendarme qui était là, parce qu'évidemment il y avait beaucoup de policiers et de gendarmes qui surveillaient ces juifs tellement dangereux, le gendarme a dit à ma mère, il en avait plein la tête, il lui a dit, écoutez, sortez, emmenez-la, elle a faim, elle a soif, allez lui acheter de quoi boire, et il lui a fait comprendre de ne pas revenir. Ensuite, il s'est adressé à mon père, et il a dit à mon père, mais vous ne sortez pas avec votre femme? Et mon père a répondu, mes beaux-parents sont déjà âgés et affaiblis, je ne peux pas abandonner mes beaux-parents. Et évidemment, mon père ne pouvait pas se douter de ce qu'il attendait, de ce qui attendait tout le monde, c'est-à-dire ce qui les attendait, c'était ce qu'on appelait pichipoy, c'est-à-dire on partait vers un endroit où on savait qu'on ne revenait pas. Et mon père ne pouvait pas imaginer que lui, ce qui allait suivre, c'était Drancy, mes grands-parents aussi, Drancy, et puis Auschwitz. Ce qui fait que mon père et mes grands-parents ont été déportés pendant la rafle du Veldiv. Moi, j'y ai échappé miraculeusement avec ma mère parce que j'étais non seulement une brailleuse, mais il se trouve qu'il y avait aussi un policier qui avait quand même de la générosité, puisqu'il s'est adressé à mon père. Je vais vous dire pourquoi il avait de la générosité, ce policier. Parce qu'il y avait une loi qui disait que les femmes enceintes ou les mères d'enfants de moins de 2 ans ne devaient pas être raflées. Donc ce policier avait la loi pour lui quand même. Mais la loi ne disait pas que les pères ne devaient pas être déportés. Donc quand il a proposé à mon père, vous n'accompagniez pas votre femme, c'était par pure générosité, parce qu'il savait très bien que les pères n'étaient pas protégés par cette loi. Donc, mon père est parti, il est parti avec mes grands-parents. Et voilà, donc ma mère et moi, on a été sauvés du Veldiv par une sorte de miracle. Et ma mère a été se réfugier chez quelqu'un qui était un ami de ses frères. Et puisque les scellés avaient été mises sur la maison et qu'elle ne pouvait pas rentrer à la maison. Voilà, vous voyez là, c'est la photo de ma mère et de moi. Je suis un petit bébé, comme vous voyez. Ma mère était très belle
Et je pense qu'à cette époque-là, bien qu'elle ait eu à vivre ce que c'était être enceinte pendant cette période-là, des rafles et des camps, puisque mon père avait déjà été arrêté et concentré au camp de Beaune-la-Rolande, qui était un camp de concentration du Loiret, comme il y en avait beaucoup d'autres, qui étaient les camps de concentration du Loiret. Il y avait Beaune-la-Rolande, il y avait Pithiviers, entre autres. Et mon père, qui avait été engagé volontaire pendant la guerre, il y avait des engagés volontaires dans l'armée polonais pour résister donc aux Allemands. Mon père s'était engagé, il a porté l'uniforme de l'armée et il a été blessé au pied. Ce qui fait que quand il était à Beaune-la-Rolande, il a été libéré de ce camp de Beaune-la-Rolande à cause de sa blessure au pied. J'entends une voix là, le micro n'est pas fermé, j'ai entendu une voix. Et donc mon père avait été libéré pendant la grossesse de ma mère. Bon, après donc ce qui s'est passé au Veldiv, ma mère a essayé de me cacher à la campagne. Il se trouve que j'avais une sœur aînée, ma sœur aînée a 9 ans de plus que moi, et mon frère a 3 ans et demi de plus que moi. Eux, ils étaient déjà cachés à la campagne chez des paysans. Moi, ma mère a trouvé des familles pour me cacher. J'étais cachée déjà donc quand je ne sais pas exactement à quel âge. Il paraît, d'après ce que j'ai su après, que cette première famille avait voulu m'adopter. C'était des paysans. Et ma mère m'a retirée de cette famille parce que justement, elle voulait surtout pas que je puisse être adoptée à un certain moment. Elle ne savait pas ce qui allait lui arriver à elle. Et elle m'a changé de famille. Je dois vous dire que pendant toute la période où j'ai été cachée, j'étais petite évidemment, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu plusieurs familles et que ces familles-là, je ne leur ferai certainement pas remettre la médaille des justes. Certainement pas. De cette période de l'enfance et de cette petite enfance cachée, parce que j'ai les souvenirs que j'ai, c'est des souvenirs évidemment comme un bébé, d'une toute petite fille, de solitude et d'abandon. Voilà. Ouais. J'entends quelqu'un qui parle hébreu là. Je ne sais pas si ça vient, ça ne va pas aller sur mon écran, mais j'entends quelqu'un qui a parlé en hébreu. Michael, il y a quelqu'un qui intervient, qui raconte, j'ai l'impression, quelque chose qui le concerne, mais en hébreu. Est-ce que tu peux enlever ça? Non, je suis en train d'enlever peu à peu. Ouais, t'inquiète pas, Mira. Continue comme si rien n'était. D'accord. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que moi, mes souvenirs d'enfance, j'ai des flashs d'enfance. J'ai la chance d'avoir une mémoire qui remonte à très loin. J'ai des flashs de cette petite enfance. J'ai des flashs, évidemment, de maltraitance. J'ai des flashs de très, très grande solitude et d'abandon. Je peux vous dire que si vous lisez le livre que j'ai écrit, puisque j'en parle, le seul refuge que j'avais, c'était la niche du chien, où je pouvais aller me réfugier auprès du chien, et c'était la seule chaleur que je pouvais recevoir, c'était la chaleur du chien, et pour me coucher à côté de lui, d'ailleurs jusqu'à maintenant, j'ai toujours beaucoup, beaucoup d'affection pour les chiens, et c'est pas pour rien. J'ai le souvenir aussi de camions verts, de soldats dans des camions qui nous distribuaient des petits chocolats et des chewing-gums. Et on était très, très contents dans le village où j'étais. On les voyait arriver, tout le monde les applaudissait. Bon, évidemment, moi, je ne comprenais pas de grand-chose, mais j'avais l'impression qu'ils étaient très gentils parce qu'ils nous distribuaient des choses. Et on m'a dit que c'était les Américains et qu'ils étaient très gentils. Et voilà ce que je peux vous raconter des souvenirs de ma petite enfance. Ce que je vous ai raconté du Veldiv, évidemment, je ne l'ai su que beaucoup plus tard, puisque personne ne parlait. Et ce que je peux vous dire, si vous lisez mon livre, vous le verrez, c'est que dès ce moment-là, je me suis dit que j'étais équipée d'un kit de survie et que ce kit de survie, j'ai l'impression qu'il a été avec moi toute ma vie, ce kit de survie.
Il m'a évidemment accompagnée toute ma vie. Et j'avais une espèce déjà, même toute petite, de quelque chose dans ma tête qui me parlait et qui m'a parlé de plus en plus fort tout au long de ma vie. C'était, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais ça dans la tête, c'était « ils ne mourront pas ». Et ça, ce truc de « ils ne mourront pas », ça m'a accompagné une très, très grande partie de ma vie. Voilà ce que je pouvais vous raconter de la première partie de ce que j'ai vécu, autant de la Shoah, puisque je suis née en plein dedans en 1941, que je vous ai raconté la rafle du Veldiv, dont évidemment je n'ai aucun souvenir. Ce que je peux vous dire, c'est que comme j'étais toute petite, moi je n'ai pas connu d'avant, comme les enfants qui avaient par exemple 10 ans, qui ont connu une famille avant la Shoah, qui ont connu un père, qui ont connu une mère, qui ont connu des grands-parents, qui ont connu une atmosphère familiale, de tendresse, d'affection. Moi, je n'ai rien connu de tout ça. Moi, je n'ai connu que le pendant et l'après. Et ce pendant, je viens de vous le raconter. Et par contre, moi, là où j'ai quand même beaucoup de choses à dire, c'est sur l'après. Et cet après, c'est ce qu'on appelle l'après des enfants. L'après des enfants qui ont été cachés, que l'on a appelé les chanceux, puisqu'ils avaient la chance d'être passés au travers des mailles du filet. Donc nous, on était les chanceux. Ce qui fait que quand on a retrouvé nos familles, pour ceux qui retrouvaient des familles, moi j'ai retrouvé ma mère et j'ai retrouvé ma sœur et mes 2 frères, évidemment, un petit frère, le petit frère que j'avais, et on s'est retrouvés après la guerre. Et ce que je dois vous dire, c'est que cet après-là, dont on a très très peu parlé, moi, j'ai entre autres, pas seulement évidemment, mais pourquoi aussi j'ai voulu écrire ce livre, c'est que j'avais une rage contre ça. J'avais la rage qu'on nous ait oubliés. On avait existé, on était des enfants, on était même des tout petits enfants. Mais on nous a oubliés complètement. Qu'est-ce qui est arrivé après la Shoah? On a parlé Shoah, Shoah et Shoah. Alors évidemment, j'ai été une victime de ça. Je n'ai pas connu mon père, je n'ai pas connu mes grands-parents. Mon père, je l'ai cherché toute ma vie et j'ai été une victime. Mais cet après, qui était évidemment un début de vie de victime, j'ai eu la rage de ne pas rester une victime. Et pour ça, il fallait que je raconte ce qui s'est passé après. Et j'avais la rage, moi, de le dire, parce qu'il a fallu quand même attendre 50 ans pour qu'on se rende compte qu'il y avait eu des enfants. Et ces enfants-là, tiens donc, il y avait des enfants, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus ces enfants? Des tout petits enfants, des grands, des petits. 50 ans après, ces enfants-là, évidemment, ils avaient grandi et surtout, ils avaient vieilli. Et beaucoup d'entre eux n'étaient déjà plus là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces enfants étaient restés pratiquement cachés, tous. Et il a fallu attendre 50 ans pour que ces grands-enfants, pour ceux qui étaient encore là, se mettent à parler. Il a fallu 50 ans. Donc moi, ce que je veux vous raconter, c'est ce qui s'est passé après qu'on ait retrouvé nos familles, et de ce qui restait de nos familles. Parce que ces familles-là, qu'est-ce qu'elles étaient, ces familles-là? On ne vous l'a pas dit, puisqu'on ne parlait que de la Shoah. Alors moi, je vais vous le dire. Ces familles-là, elles étaient à moitié dingues. Pourquoi? Parce qu'elles étaient démolies, ces familles. Qu'est-ce qu'elles avaient vécu? Par exemple, ma mère. Ma mère, elle avait vécu la déportation de son mari, de son petit frère de 18 ans, la déportation de ses parents, son frère aîné qui, lui, n'avait pas été déporté, ce frère aîné qui s'appelait Léon, lui, il était dans la Moï. La Moï, c'était la résistance. Les mouvements de résistance des étrangers, particulièrement des juifs étrangers, surtout si vous avez entendu parler, si vous avez vu l'affiche rouge, le groupe Manoukian, vous savez ce que c'était que la Moï. Donc, le frère aîné de ma mère, qui était marié, qui avait quand même 2 enfants, il s'est engagé dans les FFI, il était dans le Vercors, il a combattu dans la résistance avec les FFI. Ce qui s'est passé, c'est que son groupe a été dénoncé par la milice, donc la milice française. Ils ont été dénoncés et ils ont été arrêtés et fusillés peu de temps avant la libération. Ce qui fait que même le frère aîné de ma mère, qui lui n'avait pas été déporté, il a quand même été fusillé. Donc, qu'est-ce qui restait de la famille de ma mère? Rien.
Et donc, ma mère était psychologiquement très, on va dire, très, très perturbée. Et ma mère, je pense qu'elle a vu en moi quelque chose qu'elle a vécu, qui lui rappelait ce qu'elle avait vécu et pendant sa grossesse et le premier internement de mon père, de son mari à Baudelaire-Rolland, dont il avait été libéré, et qu'elle devait se cacher, elle devait se cacher elle-même, elle devait travailler pour pouvoir payer les paysans chez qui on était, parce qu'il ne faut pas croire que tous les gens qui nous cachaient étaient des justes qui faisaient ça par générosité. Certains, oui, c'est ceux qui sont devenus les justes des nations, mais beaucoup d'autres le faisaient parce qu'ils se faisaient payer. Mais donc ma mère devait travailler, donc elle travaillait. Et je pense que le fait qu'elle était enceinte de moi pendant toute cette période-là et qu'elle a été quelque part, on va dire, sauvée du Veldiv, entre guillemets, grâce à moi, c'était quelque chose, je pense qu'elle portait sur moi un regard que j'étais responsable quelque part de ça. Et donc, ce qui s'est passé avec ma mère, c'est que je l'ai compris évidemment beaucoup plus tard, mais étant petite, je ne pouvais pas le comprendre, c'est que ma mère n'avait pas la capacité de m'aimer. Ma mère ne pouvait pas me regarder, ne pouvait pas voir en moi sa petite fille. Et je pense que elle était malade psychologiquement, mais ça, elle n'y pouvait rien. Et moi, j'ai vécu tout ça. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette partie de ma petite enfance et de mon adolescence a surtout été marquée par ce qui s'est passé avec ma mère, avec le rapport très, très difficile que j'ai eu avec ma mère, et que ce qui nous a sauvés, nous surtout, c'était les organisations qui s'occupaient des enfants de déportés, et pour certains qui étaient complètement orphelins ou à demi-orphelins comme moi, dont une qui s'appelait la Commission centrale de l'enfance, qui était une organisation juive, et qui s'occupait des enfants comme nous. Et là, on était tous pareils, on était tous des enfants de déportés. C'était pas comme à l'école où on avait des noms bizarres que personne ne pouvait prononcer. Mais à la CCE, on était tous pareils. Et à la CCE, on chantait, on fêtait Hanouka, on fêtait Pourim, on préparait des pièces de théâtre, on apprenait des danses. Ça n'avait rien à voir avec une quelconque connotation religieuse, puisque c'était des organisations communistes. Donc, on nous parlait de quoi? On nous parlait de l'URSS, des kolkhozes, on nous montrait des films de tout ce qui se passait là-bas, mais jamais on ne nous parlait ni de Torah, ni de… Par contre, on savait qu'on était juifs. On savait qu'on était juifs et que tout ce qu'on vivait, et c'est là-bas que j'ai eu mon identité juive, et c'est là-bas que surtout j'ai connu mon père. Je ne l'ai pas connu physiquement, mais j'ai su pourquoi j'étais à la CCE. J'ai su que c'était parce que mon père avait été déporté et que j'avais surtout le grand réconfort à cause de ce qui se passait avec ma mère. C'était la photo de mon père que j'avais avec moi. Et c'est à la fois la CCE et la photo de mon père. Et c'est comme ça que mon identité juive m'a donné la force. Et c'est comme ça que j'ai pu résister, ce qu'on appelle maintenant la résilience. Évidemment, ça n'existait pas à ce moment-là, mais je pense que c'est ce qui s'est joué pour moi et d'autres enfants. On a été des enfants combattants, et j'hésite pas à le dire. On était des enfants combattants, parce que pour tenir debout, après ce qu'on avait vécu, pour grandir, pour pouvoir étudier, pour pouvoir travailler, pour pouvoir évidemment construire des familles, se marier, avoir des enfants, et transmettre. Et transmettre quoi? Le fait qu'on était des juifs. Et moi, j'appelle ça notre combat à nous. Et c'est surtout de ça que je voulais vous parler, parce que il a fallu quand même 50 ans pour qu'on commence à se rendre compte de ça. Et c'est maintenant, je voudrais vous parler de quelque chose. Ce quelque chose, ça s'est passé pendant les années 90. Il s'est passé énormément de choses pendant les années 90. Le film Shoah, dont vous avez certainement entendu parler, le grand mémorial de Serge Gilbert Klarsfeld, qui s'appelle le mémorial, où les recherches des Klarsfeld ont fait qu'on a su les noms et les numéros de convois des Juifs qui avaient été déportés de France, aussi bien les Français que les Juifs étrangers.
Ces années 90 ont été un très, très grand tournant pour moi. Et je veux dire, entre autres, pourquoi? Parce qu'il y a eu cet événement, ça je vous le montre, je ne sais pas si vous le voyez. Vous le voyez? Est-ce que vous le voyez? Michael, est-ce qu'on voit ça? Il ne répond pas. Michael, est-ce qu'on voit ce que je vous montre? Là? C'est quoi? Je vais le mettre, je partage maintenant pour tout le monde. Voilà. Donc, ce que je voudrais, c'est que vous voyez, c'est ce badge, c'est le badge du train de la mémoire qui s'est tenu en 1992 et c'est le train de la mémoire Drancy-Auschwitz. C'est un train qui s'est constitué et où on a refait exactement le trajet depuis Drancy jusqu'à Auschwitz sans descendre du train, qui a été organisé par les fils et filles des déportés juifs de France, c'est-à-dire les Klarsfeld, le rabbin Daniel Fari du MJLF, plus des déportés qui étaient encore à ce moment-là, il y en avait encore beaucoup qui étaient encore vivants, nous, les enfants de déportés, les enfants cachés, on a été dans ce train, donc de Drancy, qui est parti de Drancy jusqu'à Auschwitz, et on n'est pas descendu du train. On a dormi dans le train, on avait emmené des sandwichs, on avait tout fait justement pour ne pas avoir à descendre du train. Et je peux vous dire que ce train-là, ce n'était pas du tout un train de tristesse. Quand on traversait l'Allemagne, on avait des immenses panneaux jaunes où c'était marqué « Train de la mémoire, Drancy, Auschwitz ». Les Allemands, ils nous regardaient passer comme s'ils se demandaient ce que c'était. Et nous, on était aux fenêtres, on les regardait. Et quelque part, c'était une revanche, c'était notre revanche de traverser toute cette Allemagne et cette Pologne, non pas comme des déportés, mais comme des vivants et comme des combattants. Donc ça s'est passé en 1992. Et il s'est passé autre chose dans ces années-là, c'est qu'il y a eu la première guerre du Golfe et que je me suis engagée grâce à Sarel, pour être volontaire dans une base israélienne de Sahel pendant la guerre du Golfe, justement pour aider Israël, parce que on ne pouvait pas supporter de voir à la télé les Israéliens qui mettaient des masques et qu'on reste là. Et donc là, c'était quelque chose qui réveillait trop ce qui nous était arrivé à nous. Et donc, je me suis engagée avec Sarel pour faire partie de participer au combat en Israël. Et quand je suis arrivée en Israël pour être acheminée vers ma base militaire, c'était Pourim et la guerre s'est arrêtée. Ça, c'est le miracle de Pourim, de la guerre du Golfe. Mais j'ai été dans une base militaire, j'étais sous l'uniforme, j'étais avec mon groupe, c'était extraordinaire ce qu'on vivait. Il y avait encore les patriotes, il y avait encore les masques, etc. Et c'est à partir de ce moment-là que l'idée qui m'est venue, c'est que Israël était ma vraie place et que c'est à ce moment-là que l'idée de l'Alia a commencé à germer dans mon esprit. Voilà, donc ça, je vous passe évidemment toute ma vie d'adulte et tout ça parce que ce serait beaucoup trop long à raconter. Mais maintenant, je vais vous raconter ce que j'appelle ma dernière partie, qui est aujourd'hui Yom HaShoah, mais l'Agvoura. Et là, je vais vous parler de l'Agvoura, qui est la mienne, mais celle de nous tous, mon Alia en 1996, et que j'appelle moi l'Agvoura. Pourquoi? Parce que l'Alia, pour moi en Israël, ça a été pour moi la renaissance, ça a été la réparation, parce que contrairement aux enfants qui étaient venus directement après la guerre, eux avaient pu se réparer en construisant Israël. Nous, on n'avait pas de quoi se réparer en France, rien. Et moi, ma réparation, je l'ai faite avec l'Alia en Israël, et pas seulement la réparation, la consolation, parce que ici, j'ai pu trouver la consolation que je n'avais pas eue pendant ma toute petite enfance, mon enfance et tout l'après, comme tous les enfants. On n'a pas été consolés. Et j'ai aussi écrit ce livre pour ça, pour que les enfants qu'on était puissent être consolés. Donc ici, j'ai trouvé ma place, le combat chez moi, parce que j'ai vécu ici les intifadas, j'ai vécu les guerres, j'ai été aussi dans des organisations, j'ai été mitnadevet, notamment avec One Family pour venir en aide aux victimes du terrorisme, où il y en avait beaucoup victimes du terrorisme français.
Donc, je me suis battue, j'ai continué à combattre ici avec mon peuple. Et je suis arrivée maintenant à ma propre Gvoura à moi. C'est l'écriture de mon livre. Mon livre, je l'avais destiné au départ à mes enfants et surtout à mes petits-enfants. Mes petits-enfants m'ont toujours connue en Israël, j'étais leur bouba israélienne, mais ils ne savaient absolument pas qui j'étais. Et à un moment, je me suis dit, il faut quand même qu'ils sachent qui est cette bouba israélienne. Donc, je me suis mise à écrire, je vous dirai comment ça s'est passé, mais ça serait trop long maintenant. J'ai donc écrit ce livre, Comme un tison sauvé du feu, qui était au départ pour mes enfants et surtout pour mes petits-enfants, pour qu'ils me connaissent. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce manuscrit qui était au départ destiné à mes enfants et mes petits-enfants, ce livre, il est aujourd'hui pour vous tous. Et c'est ma Gvoura à moi. Voilà, j'ai fini. Michael, j'ai fini. Et je vais vous montrer mon livre. Est-ce que vous voyez mon livre? Michael, on voit mon livre? Coucou. Michael. Non, Ouais, on ne voit pas en entier. On voit la moitié. Il faut le monter un petit peu plus On haut. voit pas en entier. Voilà. Ah, Et je- voilà. Ah, il est très beau. Ça, la caméra. Voilà, ah, c'est là. Et la page de couverture que vous voyez, elle a été créée spécialement pour mon livre par le grand peintre Yoël Benaroche, qui a lu mon manuscrit et qui a créé cette page de couverture spécialement pour mon livre. Le tableau existe, il est magnifique. Je vais vous montrer la 4e de couverture, mais là, vous ne pouvez pas voir ce qui est écrit parce que c'est écrit en trop petit. Mais il y a également ce qu'a écrit Yoël Benaroche et pourquoi il a fait cette page de couverture. Vous voyez? Oh, bravo. Ouais. Voilà. Bravo. très Voilà, beau. donc j'ai fini, Michael. J'ai fini. Coucou. Merci. Il est parti au toilette. Merci beaucoup, Meira. Michael? Ah voilà, Raphaël. Il y a des questions. c'est bon, il est là. Ah, bah, je connais Gilles Morali. Michael, Michael. Voilà. petit bug technique. Ok. Bien, hein, Petit bug technique. cette technique-là. Comment on fait pour quitter? Voilà, quitter. Voilà. Si vous avez des questions pour Meira, posez-les. Maintenant. Je vous écoute. Ou alors, c'est que vous n'avez rien à dire. Je vous ai tellement assommé que du coup. Mais j'ai vu Gilles Morali tout à l'heure. Je suis sûre que Gilles Morali, il a quelque chose à me dire. Moi, j'ai une question. Ouais. Oui, c'est qui? Parce que je Laetitia. vois pas. Bonjour Laetitia. Bonjour, bonjour Meira. Je suis très touchée par votre témoignage et je me pose la question si votre oncle n'était pas en relation avec mon grand-père. Vous voulez parler de mon oncle, parce que j'ai eu deux Frère de oncles. votre mère Mort. qui était dans les FFI, qui a été mort fusillé. Ouais. Quel était le nom de votre grand-père? Mon grand-père, Charles Ehrlich, avec Louise Ehrlich. C'est possible. Moi, le nom de mon oncle, c'était Léon Schwarzbart. Et il faisait, D'accord, oui. Ok. et il faisait partie d'un groupe, d'ailleurs, qui était un groupe connu, que vous pouvez voir d'ailleurs sur un livre qui a été fait sur les engagés volontaires pendant la résistance, qui a été écrit par Pellstatter. Mon grand-père faisait partie de l'OSE, il faisait des Ouais. formations D'accord. pour les enfants et bon, était juif et a échappé miraculeusement au camp. Mais mon arrière-grand-père a été envoyé directement à Auschwitz. Ouais. Et ma grande-tante a un peu vécu ce qu'a vécu votre maman parce qu'elle a été enceinte. Et malheureusement, on lui a donné l'espoir jusqu'au bout. Et son bébé a été baisé avec elle. J'entends très très mal. J'entends très mal. Je ne vous entends pas très bien. Vous m'entendez mieux? Là, je vous entends mieux, ouais. Oui, Alors, là, à votre question, si votre grand-père a peut-être connu mon oncle, je ne peux pas vous répondre évidemment, puisque je n'ai pas connu ni mon oncle Léon, ni mon oncle David, ni mes grands-parents. Et pour ça, il faudrait. Mais vous pouvez faire des recherches.
et lire notamment le livre de Georges Benstrater sur les engagés volontaires pendant la résistance, où il parle justement de mon oncle. Attendez, je vais noter la référence. Les engagés de… Les engagés volontaires pendant la résistance de Georges Brennstatter. Georges Brennstatter. Attendez, je vais noter directement sur mon ordinateur. Merci Voilà. beaucoup. En tout cas, merci pour votre témoignage, c'est très, très précieux. Merci beaucoup à vous de m'avoir écouté en tous les cas. Meïra, j'aurais une question à te poser. Oui, Meïra, j'ai une question à te poser. ouais, vas-y. Généralement, dans le monde des personnes qui ont vécu la Shoah ou enfants cachés, alors Ouais. il y a une certaine réticence à faire un lien de causalité, en tout cas un lien entre Shoah et Tkouma, entre la Shoah et Israël. Et toi, tu racontes en fait vraiment que ta renaissance, ta consolation est passée par Israël. Absolument, ouais. Et je me pose la question des personnes qui ne sont pas passées par Israël, quelle est leur consolation? Alors, leur consolation, je vais te dire, je parle évidemment des gens de ma génération, avec qui, quand même, en moyenne, j'ai quand même 10 ans de moins qu'eux. La moyenne, genre, déjà à l'époque, quand on a créé en France, quand on a créé l'association des enfants cachés dans les années 90, il y avait des groupes de parole qui se sont créés à ce moment-là. Moi, je faisais partie d'un groupe de parole et on m'appelait le bébé. La plupart des gens du groupe avaient en moyenne 10 ans de plus que moi et n'avaient jamais parlé. Ce qui n'était pas mon cas, puisque moi, j'étais quand même en analyse pendant au moins une quinzaine d'années. Tu vois, j'avais déjà fait ce travail. Et au jour d'aujourd'hui, de ce que je sais de cette génération et de ce qu'il en reste, si tu veux, ils se considèrent comme les dépositaires de la Shoah. Et c'est-à-dire que tous les ans, là en ce moment, au mémorial, bon là évidemment à cause de ce qui se passe, comme partout, il ne peut pas y avoir au mémorial de la Shoah, la lecture des noms qui a lieu tous les ans, avec des gens qui viennent parler de ce qu'ils ont vécu pendant la Shoah, etc. Et il y a leurs enfants et leurs petits-enfants sont là aussi pour lire la lecture des noms des témoins, des gens dans les wagons, ce que j'ai fait moi en 1991. La première lecture des noms de Yom HaShoah, je l'ai faite sur l'ancien Vieldiv. À 3 heures du matin, j'ai lu tous les noms du convoi de mon père. Donc à l'heure actuelle, ce qui se passe en France, c'est ça. Les gens sont enfermés dans le statut de victime, ce que j'appelle l'enfermement victimaire. Voilà ce qui se passe pour. Donc il y avait d'ailleurs, j'étais au mois de février dernier au mémorial de la Shoah, où il y avait un forum intergénérationnel. Tu peux me passer la photo derrière du forum. Et pour la première fois, ils ont réalisé qu'il fallait organiser un dialogue entre les générations. Tu te rends compte? En cette année seulement. Voilà, je vous montre ça. C'est le forum. Et ils se sont rendus compte qu'évidemment, les premières générations, il n'y en avait plus. Et que moi, j'étais l'une des seules à être à ce forum avec mon fils et mon petit-fils et ma fille, et qu'on était 3 générations. D'ailleurs, on a été interviewés. Vous pouvez retrouver le film du forum sur YouTube, il y a le lien. Donc, les gens sont venus pour parler, parce qu'ils n'avaient pas pu se parler avant. C'est ça qui est incroyable. Donc, il y a eu tellement de monde, ils ont tellement été submergés qu'ils ont décidé d'organiser une nouvelle rencontre. J'ai déjà été invitée, ça devrait avoir lieu au mois de novembre prochain. Compte tenu des événements, je ne sais pas du tout ce qui va se passer. Mais là, le sujet, ce sera les gens qui ont écrit, pourquoi ont-ils écrit et quel est le but des livres qu'ils ont écrits. Donc, peut-être que j'irai, mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr. Donc, tu vois, j'ai répondu à ta question. Moi, je me suis révoltée depuis toujours contre l'enfermement victimaire. Voilà. J'ai été victime, mais je n'ai pas voulu le rester. Mira, j'aimerais montrer à tout le monde un partage d'écran, un petit moment où on t'entend chanter. Ah ouais. J'aimerais peut-être avoir les Vas-y. réactions des personnes qui sont là. Vas-y, on écoute. Victime.
Oh, c'est super! Écoutez, là, tu veux parler du pourquoi il y a cette chanson? Nathan, éloigne-toi. Oui, qu'est-ce Tu que veux tu parler penses du de cette pourquoi? chanson? C'est comme toi, c'est. Ouais. Oui. Parce que avec le Merkazatid, on avait commencé à créer une chorale et justement, on avait choisi la chanson de Jean-Jacques Goldman, Comme toi, où on sait de quoi il parle et on sait comment la petite Sarah, on sait à la fin ce qui va se passer pour Sarah. Et justement, je trouvais que le symbole de cette chanson de Comme toi, écrite par Jean-Jacques Goldman et qui finit avec la déportation de la petite Sarah, et que moi, j'étais le symbole du contraire, justement. Je suis le symbole de quelqu'un qui a vécu ça, mais qui est bien vivante aujourd'hui en Israël et qui n'a justement pas voulu et qui n'a pas fini comme Sarah et n'a surtout pas voulu que ce qui se passe aujourd'hui en Europe et en France surtout, où on aime les Juifs bien morts et qu'on vient commémorer à Auschwitz, ou comme cette année à Yad Vashem, on a eu 46 délégations qui sont venues à Yad Vashem d'Europe pour dire ce qui s'était passé et combien ils regrettent, mais on voit à côté comment aux Nations Unies, comment à l'UNESCO et comment partout, la France en premier se manifeste toujours et prend toujours position contre Israël. Voilà, c'est ça aussi que je veux dire. Voilà. Je peux vous poser une question? Oui. Vous n'avez pas parlé de la relation avec vos enfants et vos petits-enfants. Comment la Shoah elle a influencé peut-être sur cette relation? Alors, oui, je n'en ai pas parlé parce que, comme je vous l'ai dit d'ailleurs à la fin, j'ai écrit en premier ce livre pour mes enfants et surtout pour mes petits-enfants. Parce que j'ai voulu protéger mes enfants de ce qui s'était passé. Donc, j'ai essayé de les protéger. Je ne leur ai pas parlé de ce qui s'était passé pour moi, avec ma mère surtout, et de la déportation et de tout ça. Et mes enfants évidemment chacun, mon fils en fait est le fils de mon premier mari qui était séfarade et marocain et israélien. Donc déjà c'était une rencontre déjà pour moi qui était très importante puisque mon premier mari était un héros israélien. Il était séfarade, c'est-à-dire complètement différent de moi. Et donc, il avait fait les guerres et ensuite, évidemment, on était très différents. Il a été appelé pour la guerre des 6 jours. Si vous lisez mon livre, vous verrez dans quelles circonstances. Je me suis remariée. Mon deuxième mari était, lui, ashkénaze. Il l'est toujours. Et il a un parcours qui ressemble beaucoup au mien. Son père aussi a été déporté. Il a aussi été élevé par un beau-père non juif. Et ma fille est ashkénaze à 100%. Mais donc, les deux ont disons, des antécédents différents l'un de l'autre. Et voilà, donc ce livre, j'ai essayé avec ce livre, aussi bien pour mes enfants et aussi pour mes petits-enfants, de dévoiler ce que j'avais été et pour expliquer aussi, surtout pour mes enfants, certaines, ce que j'appelle bizarreries, entre guillemets, de ma personnalité et qui ne devaient pas forcément comprendre. Et donc, je ne pouvais pas leur parler. Et justement, avec ce livre, j'ai essayé d'expliquer pourquoi j'étais qui j'étais. Donc, je ne sais pas je pense qu'ils l'ont compris, mais surtout, ça a créé avec mes petits-fils
qui sont maintenant des grands petits-fils. Une relation très, très, très privilégiée. D'ailleurs, je reviens de la bar mitzvah de mon dernier petit-fils, David, qui est le dernier, on était à Paris juste avant le confinement. Et donc là, c'était au mois de mars. Et donc, il est le dernier, il a 13 ans. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'ai une relation très privilégiée avec mes petits-fils. Je crois qu'ils sont assez fiers de leur grand-mère, qui est quand même une grand-mère assez particulière. Et puis voilà, quoi. Donc, on se parle, ils savent que ce soir, je suis là. Je pense qu'ils sont là aussi à me regarder. Et ce que je vais vous dire aussi, c'est que demain matin, je vais avoir aussi un Zikaron Bassalon très particulier avec un pilote de l'armée israélienne et ses soldats. Et donc, ça se fera en anglais parce que mon hébreu, il n'est pas suffisant pour que je puisse tout faire en hébreu. Et ça va être encore quelque chose d'assez particulier de leur grand-mère, de faire une rencontre demain avec un pilote de l'armée, qui est très beau d'ailleurs, et ses soldats. Donc, on va encore parler de ça. Voilà, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, en partie, mais maintenant, mon mari, il a une autre question. Quoi? On avait une autre question en fait qui était sur la même lancée. Peut-être que c'est personnel et indiscret, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir. Savoir quoi? Quand vous avez dit le manque de capacité enfin, si j'ai bien compris, hein, vous avez parlé de votre mère qui pouvait. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très très mal parce qu'il y a du bruit derrière vous, je crois. Quoi? Alors, j'essaie de dire que quand vous avez parlé de la relation avec votre mère et de ce que vous avez compris comme étant la difficulté qu'elle avait d'exprimer son amour, si j'ai bien compris. Oui. Si ça vous a affecté, et j'espère que ce n'est pas une question trop personnelle ou indiscrète, à la fois vous avez une approche qui est contre le fait de se sentir victime toute sa vie, mais à la fois vous avez manqué de quelque chose. Est-ce que ça s'est répercuté, ça, négativement sur votre relation avec vos enfants, vos petits-enfants? Au contraire, ça vous a permis de rebondir et de faire fleurir, au contraire, l'amour que vous avez utilisé avec voilà, vos descendants? Ouais, c'est une question qui n'est pas facile. Évidemment, ce qui s'est passé avec ma mère, ça a été une épreuve de vie, je vais vous dire. Parce que, vous savez, vivre ce qui s'est passé déjà pendant toute ma petite enfance, plus ce qui s'est passé après dans ma relation avec ma mère, qui a été très, 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 très difficile à vivre et qui m'a évidemment imprégné, bien sûr, ce manque d'affection, l'abandon et de tout ce qui s'est passé. Il a fallu, justement, pour protéger mes enfants, à un moment, j'avais l'impression que je ne pouvais pas faire face à ça par rapport à mes enfants et que je n'étais pas capable de leur donner ce que je n'avais pas reçu, parce que je ne l'avais pas connu. Et je ne sais pas, parce que mes enfants, il faudrait leur poser la question à eux. C'est pour ça qu'à un moment, il a fallu que je me fasse aider, et c'est pourquoi j'ai entrepris une analyse. Et cette analyse, elle a été fondamentale pour moi. Elle a duré quand même plus de 15 ans. J'ai aussi fait des groupes de parole, ce qui était de ma génération. À mon époque, encore une fois, j'étais à l'avant-garde, mais ça a été fondamental pour que je puisse donner à mes enfants ce que je n'avais pas reçu, et pour moi c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Donc j'ai dû me faire aider, et je pense que ça a été psychologiquement, cette aide et ce travail que j'ai fait sur moi pendant des années m'a permis justement de grandir et de trouver des forces qui m'ont amené ensuite, ces forces-là qui m'ont amené à autre chose, qui est l'exploration de l'étude de mon identité juive et
et de ce que j'ai trouvé justement dans des études que j'ai faites ici et qui ont amené énormément de réponses par rapport à des questions qui n'avaient jamais obtenu de réponse, même en analyse. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais… Oui, parfaitement, parfaitement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Voilà. Est-ce que vous avez… Oui? Oui, Marie-Claire. Je voudrais, moi, témoigner. Je suis très émue et je te dis Kol hakavod. Merci infiniment pour ton témoignage et je peux témoigner de ton amour et de ton affection. Quand on vit auprès de toi, on n'a pas l'impression que tu as subi autant de souffrances. On ne peut pas imaginer. Et je remercie le ciel de t'avoir donné ces forces pour pouvoir affronter et devenir ce que tu es devenu à côté de Nathan, qui est un ange à côté de toi. Attends, il y a Nathan qui se pointe là. Que Dieu vous bénisse à tous les deux et qu'il bénisse toutes vos descendances. Merci beaucoup, beaucoup, grâce à vous. Merci amen, infiniment, amen. Meira. Merci beaucoup, Marie-Claire. Tu sais que tu comptes aussi beaucoup pour moi, toi et Edgar, parce que ce que tu m'as apporté, ce que tu continues à m'apporter, c'est la ferveur qui te possède, totale qui est en toi. C'est-à-dire, tu es quelqu'un d'une ferveur et d'une abnégation totale qui ne dégage que de l'amour, que de la générosité, que de la bienfaisance et que des paroles comme celles que tu viens de prononcer. Et je sais que j'ai eu par moments des moments difficiles et que je sais qu'auprès de toi, il y a toujours eu une écoute possible et que tu avais des paroles qui étaient là, d'amour, d'affection, de générosité et pas de jugement. Tiens, mon petit-fils, Yannick! Attends. Mais tout ça, tu vois qui s'affiche. Tout ça, c'est la main de Dieu. Oui, je confirme. Je confirme, Edgar, mais ce n'est pas n'importe quelle main. Voilà, Michael. Meira, est-ce que je peux vous poser une question aussi? Oui. Oui, alors bonsoir. Déjà, moi, c'est Rivka, la femme de Raphaël. Donc, bonjour Rivka. Enchantée. J'ai trouvé votre témoignage très, très bouleversant. Et j'aurais une question. Comment est-ce que ça a influencé votre relation avec Dieu? Parce que quand même, la guerre, est-ce que ça touche à notre émouna? Est-ce qu'on aime toujours autant Dieu? Est-ce qu'on croit toujours autant en lui? Alors, très, très bonne question, Rivka. Parce que je vais vous répondre, mais direct et cash. D'accord? Pour moi, jusqu'à l'âge d'entre 50 et 55 ans, à peu près, je ne pouvais même pas poser la question de Dieu. La question même de Dieu ne pouvait pas se poser. La seule question qui était question pour moi sans réponse, c'était le mot silence. C'est tout. Et la question dont vous venez de parler maintenant, elle était sur le chemin, mais je n'en savais rien. Je ne pouvais pas savoir que j'étais sur ce chemin. On dirait qu'elle vient de faire un témoignage. De recherche qui m'a amené à lui et que j'ai dû et qui a abouti vers l'âge de peut-être 55 ans et qui se continue aujourd'hui. Et ce que je peux vous répondre, c'est que non seulement le silence maintenant n'est plus silence. D'ailleurs, j'ai un livre derrière moi, si j'avais su, je vous l'aurais sorti, qui s'appelle Le silence de la parole jusqu'à Auschwitz, qui est de André Neher, qui est un des livres qui a énormément compté pour moi et qui m'a beaucoup aidé. Et donc, ce silence s'est transformé petit à petit en parole, la parole qui s'est prise ici. Et je peux vous dire que, écoutez, maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que ce chemin qui m'a amené jusqu'ici, et si vous lisez mon livre, vous verrez ce que le Rav Dinovitch a écrit aussi, parce que le Rav Dinovitch a énormément compté pour moi, et il continue à compter, c'est que je sais que tout ce qui m'a amené ici, c'est lui, c'est-à-dire c'est Dieu, c'est Hachem. Et j'y vois sa main, mais dans toutes les périodes de ma vie, c'est maintenant que je peux dire ça, parce que sinon avant je ne pouvais pas le savoir. Et vous savez comment je l'appelle? Nathan, il dit que quand on s'est connus et 3 mois après on était mariés, ici.
Nathan, un des trucs qu'il disait, c'était Dieu, c'est mon copain. Et moi, j'ai finalement réalisé que Dieu, c'était son copain à lui, mais moi, je dis que Dieu, c'est un grand coquin. Parce qu'il nous fait faire des tours et des contours pour nous amener exactement là où il veut. Et moi, je dis que c'est un grand coquin et que maintenant, je sais exactement ce qu'il veut et que même avant que les choses se fassent, même ce soir, je sais très bien qu'il est derrière tout ça. Donc, il peut se cacher, il peut faire comme s'il y est pour rien et tout ça, mais il ne peut pas se cacher devant moi. Je sais très bien qui il est. Je sais très bien que c'est un grand manœuvrier et que si on est là ce soir ensemble, c'est uniquement parce qu'il l'a voulu et parce qu'il le veut. Après, la suite, je ne sais pas. Parce que je sais évidemment qu'il y aura une suite. Pour l'instant, je ne sais pas exact, je ne sais pas de quoi elle va être faite, parce qu'il me démontre ces trucs uniquement au moment où ça se passe et au moment où je suis prête pour les voir. Donc voilà, je peux vous répondre comme ça. Est-ce que ça vous satisfait la réponse? Oui, merci beaucoup, Meïra. En tous les cas, je peux vous dire, Rivka, que Raphaël, il chante très bien, il a une très belle voix. Ouais, j'espère qu'on va reprendre ensemble la chanson de Comme toi, Raphaël, et qu'on va la faire, cette chorale. Hein. Et j'espère bien qu'on va tous la faire et qu'on va faire un grand spectacle au Mercazatide quand on va tous être sortis de ce confinement à la… bon, je n'allais pas le dire parce que je ne peux pas le dire, mais vous m'avez compris. Quoi? Bravo, Bouba. Bravo, Bouba. Ah, ils sont mignons. Il a aussi. Voilà mes mignons, voilà mes petits mignons. Vous voyez David. Où il est David? Là, regarde. David, ça c'est la flèche. Alors lui, ça super, c'est le super. Vous le voyez là, il est à la sono, mais vous pouvez même pas comprendre. Il est à la tête de tout. Il vous fait des films, il vous fait il est dans toutes les radios. Il est déjà connu comme le loup blanc, comme David 10 ans. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir qui c'est David 10 ans et vous allez continuer. Voilà mes 3 petits-fils et les 3 petites merveilles, les grandes merveilles d'ailleurs. Ils sont tous plus mignons et plus beaux les uns que les autres. Et je les aime. Ah, nous aussi, c'est la plus belle, Bouba. Voilà, alors mes petits-fils, qu'est-ce que vous pouvez dire à la question qui a été posée par quelqu'un tout à l'heure? Laquelle? Quoi? Laquelle question? La dernière? Mais la question qui vous concernait vous, qui concernait mes enfants et mes petits-enfants et la relation que j'avais avec vous. Bah, moi, je suis Oui, d'accord. les enfants, surtout, répondez bien à la question qui a été posée par Voilà. spécialement. Ça, c'est mon fils qui parle là. Coucou. Bon, alors, attends. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire là? Alors, papa, vous allez tu répondre à la question qui a été posée? Bah, moi, je dis que voilà, hein, la question, c'était si on était content et tout. Bah, on est très content de. Là. Ouais. Vous êtes fiers de Donc, merci encore, c'est vraiment sympa. Ah bon, bah, très bien. C'est sympa que vous soyez content de moi, en tous les cas. David. Moi, je voulais. Attends, laisse parler mes petits-fils. Edgar, laisse parler mes petits-fils. Oui, bien sûr. Edgar, Darmon. Oui. Ouais, qu'est-ce que tu dis, toi? Et Gianni? Eh ben, franchement, merci, Bouba. Vraiment, tu nous as fait honneur. Tu as dit que des belles choses. Ouais. Et là, je vois les arbres. Je te vois plus, je vois les arbres. J'essaie de tourner la caméra. Ouais. Je vois les arbres, je te vois plus. Comment... Pas grave. Sacha, que des arbres. Je vois... Ah, Samy, je te vois, et Sophie aussi. Alors, la question, elle se pose aussi à vous. Ça, c'est ma super belle-fille que vous voyez là, Sophie, de son nom Kasbi Bendriem. Et là, c'est mon fils Samy Bendriem, de son nom de son père Bendriem. Ma fille, on ne la voit pas, j'aimerais bien qu'elle se montre. Elle est là, elle est là. Elle est où, ma fille? Elle est là-haut. Ah, moi, je la vois pas. Brudaz, il y a marqué. Ils ne sont pas ensemble, c'est pour ça ils sont confinés chacun de leur côté. Gypsy. Alors, qu'est-ce que vous dites, mes enfants? Il y a Gypsy aussi. Il y a Gypsy. Alors, Samy, qu'est-ce que vous dites, mes Vas-y, enfants? Samy, à toi l'honneur. Alors, moi, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport à ton discours, bah, voilà, moi, j'ai découvert beaucoup de choses à partir du moment où le livre était sorti que maman n'avait jamais pu dire en vrai. Mais un livre, ça sert à ça. Donc, donc j'ai été ému surtout dans toute la partie qui concernait l'après-guerre très
très près des années 45 et vraiment, c'était assez émouvant. Et donc, bien sûr, une grande fierté. Et je pense que la question et le rapport avec Dieu dont parlait la jeune fille juste avant, c'est un rapport très… Parce qu'elle m'interrompt, ma femme est toujours un peu embêtante. Le rapport avec Dieu, c'est quelque chose de très personnel. Et comme vous le disiez, maman, tout à l'heure, il y a un moment pour tout. Et ça ne doit pas être quelque chose qui doit être imposé par les autres ou qui doit être ou poussé. C'est quelque chose qui doit arriver au moment où ça doit arriver. Ça peut arriver à 13 ans comme ça peut arriver à 75 ans. Donc, chacun gère son histoire et son rapport avec Dieu comme il l'entend. Et en France, on peut le vivre de manière privée, en Israël de manière collective et dans la rue, c'est tant mieux. Bon, voilà, donc Mais il faut pas perdre de vue que c'est Dieu qui nous demande beaucoup de choses. Bah oui. Bah oui. Ouais, c'est vrai C'est ça. Dieu qui nous demande beaucoup de choses. Bah oui. À nous de les exécuter ou de ne pas les exécuter. Mais c'est lui qui nous demande, c'est pas nous. C'est vrai, en plus. On est des objets, on n'est rien. On est peu de choses, c'est vrai. En tout cas, moi, ce que je dois dire, c'est que je suis très, très fière de ma belle-mère Meïra. Merci et beaucoup, très émue par tous ces témoignages qu'on a la chance d'écouter de sa part. Un très beau livre qui restera un héritage vraiment de très, très grande valeur dans la famille. Mais heureusement, Sophie, parce qu'au niveau héritage, je ne vous laisse pas beaucoup de questions. Est-ce que vous l'aimez plus, là? Alors, je voudrais… Si le plus bel héritage que tu peux nous laisser, c'est ce livre, Comme un tison sauvé du feu. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je voudrais, si ça ne vous dérange pas, les amis, que vous vous présentiez un petit peu tous, parce que je ne connais pas tout le monde ici. Maman est partie il y a déjà un moment. Donc, Samy, tu te rappelles de moi, Edgar? Edgar Darmon. C'est moi qui ai fait la bar mitzvah de ton fils. Bien sûr, on se rappelle. À Jérusalem. Oui, oui, oui. Tu as eu un grand rôle dans cette bar mitzvah, Edgar, et je te remercie encore. Je ne te remercierai jamais assez. Non, jamais assez. Voilà. Alors, Edgar, on va passer à la personne suivante. Bien. On va passer à Michael Benadmon. Michael. Voilà, écoutez, on parlera, bonsoir, on parlera, je pense, une prochaine fois parce que là, la séance qu'on a ouverte avec Meïra pour parler de son témoignage, il y a des personnes qui viennent en fait un peu de partout et on n'est pas un groupe. Donc, ce n'est pas tellement l'objectif de la soirée de se présenter, mais une prochaine fois avec plaisir, sinon on va y passer la soirée. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent continuer la soirée. Donc, c'est en tout cas pour nous un plaisir de rencontrer Meïra. Oui, c'est mieux plutôt que c'est beaucoup mieux plutôt que de se présenter. Oui, Meïra, il faut continuer de parler. Ben moi, Jenny avait quelque chose à dire. j'attends. Jenny avait quelque chose à dire, je crois, à sa Oui, grand-mère. Jenny, c'est vrai. Qu'est-ce que tu voulais dire à ta grand-mère? Bah, écoute, Bouba, comme d'habitude, tu sais que je suis très fier de toi, d'avoir une super grand-mère, une grand-mère forte. Et en tout cas, je suis très très fier de toi. Et on est loin, mais en tout cas, on pense très très fort à toi ici. Merci beaucoup, mon Gianni. Merci. C'est vrai que vous êtes loin, mais je crois qu'on est très proche par la pensée et par le cœur, surtout. Oui, très très proche. Voilà. Bon, Judith, on la verra plus tard parce que pour l'instant, elle n'est pas apparue. Hein. Mais si, elle est là. On vous embrasse tous. Nous aussi, on vous embrasse. Avec beaucoup d'amour. Judith, qu'est-ce que tu as à dire, Judith? Pour David. Active ton micro, Judith. Judith, active ton micro. Active ton micro, Judith. Ouais. Bon, les enfants, laissez. Elle n'est pas très habile sur les réseaux sociaux. Vous m'entendez là? Oui, Judith. Hey, je suis peut-être pas très habile, mais moi je suis arrivée 1 heure avant vous. Voilà. Oui, c'est vrai. Voilà. On avait dit qu'on le Elle disait était pas. là au début. Moi je suis là depuis Elle le se début. cachait. Elle se cachait. Oui, mais j'ai dit que c'est pas Vous voyez ma fille aussi. Voilà. Voilà. J'ai dit que je me cachais parce que j'étais pas maquillée. Ça fait beaucoup là, non? Ouais. Voilà. Judith, Bien, écoute, messieurs, dames, voilà. je Maintenant, vais- on a vu tout le je vais fermer la monde. soirée. Alors maintenant, les enfants vont laisser la place à Michael. D'accord. Voilà. J'aimerais remercier énormément Meïra au nom de Atid Israël, du Merkaz Atid, d'avoir voulu participer à cette soirée, à son témoignage. Et Meïra, elle nous accompagne, on l'accompagne. Et j'espère, Meïra, que de longues années encore, on pourra te voir avec nous, toujours pétillante, pleine de vie, pleine d'idées. J'espère Hashem, bien. vraiment que Dieu te donne la force, à toi, à ta famille, de faire des grandes choses dans ce monde. Amen, Toda amen. rabba.
Toda Rabba, Merci à tous Michael. d'avoir été là. Et on va la faire. Mais Nathan, 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 il y est pour quelque chose aussi. Ouais. Il a beaucoup aidé. Oh là là. Au revoir à tout le monde. Merci, Bonsoir merci. à tout le monde. Toda Rabba. Gros bisous à tout le monde. À tous. Au revoir à Bisous, tous. Rabba, Michael. Toda Rabba, revoir. Michael. Et demain matin, la sirène, pensez tous à que c'est Yom HaShoah ce soir aussi. Claude, je ne t'ai pas parlé, mais je sais que tu es là, je te vois. D'accord.